Alors cette vidéo est particulièrement importante, nous allons y détailler l'utilisation de l'équation de mouvement du système respiratoire en ventilation assistée contrôlée. En effet, on a vu précédemment les propriétés mécaniques du système respiratoire modélisées par le système monocompartimental et on a vu le fonctionnement du mode ventilatoire appelé ventilation assistée contrôlée. Et bien maintenant, on va connecter les deux, c'est-à-dire qu'on va connecter un patient modélisé selon le modèle monocompartimental à un ventilateur artificiel qui est réglé en ventilation assistée contrôlée. Alors nous avions vu que si le patient est complètement passif, alors la pression dans les voies aériennes à l'instant T de l'insufflation est égale à la pression de départ dans le système que l'on note P0, plus la pression nécessaire à faire passer le débit d'insufflation à cet instant T à travers les voies aériennes de conduction. Cette pression, c'est la pression résistive. Elle est égale aux résistances multipliées par le débit, plus la pression nécessaire à distendre la zone d'échange du volume à l'instant T. Cette pression étant la pression élastique, et elle est égale au volume divisé par la compliance ou multiplié par l'élastance. Alors cette équation de mouvement nous permet d'expliquer l'aspect de la courbe de pression des voies aériennes en ventilation assistée contrôlée. En effet, en ventilation assistée contrôlée, on a réglé un volume courant et le ventilateur délivre un débit constant le temps qu'il faut pour que ce volume courant soit délivré. C'est sa consigne, il fonctionne comme un ordinateur, il va le faire quoi qu'il arrive. En revanche, la pression des voies aériennes, elle suit très exactement l'équation de mouvement du système respiratoire. Et elle dépend donc de ce qu'on a réglé et de la mécanique respiratoire du malade. Alors ce qu'on aimerait, parce que cela correspondrait à un enrichissement sémiologique majeur, ce serait de pouvoir utiliser cette courbe de pression des voies aériennes ainsi que l'équation de mouvement du système respiratoire afin de recalculer au lit du malade la mécanique respiratoire du patient, c'est-à-dire la compliance et les résistances du système respiratoire. Alors il est possible de le faire en utilisant un moyen très simple qui consiste à réaliser une pause téléinspiratoire, c'est-à-dire une occlusion des voies aériennes à la fin de l'insufflation du ventilateur. Si on fait une occlusion téléinspiratoire, alors il n'y a plus de débit. Plus rien ne rentre, plus rien ne sort. S'il n'y a plus de débit, alors la pression résistive est à zéro. Vous pouvez voir ainsi que la pression des voies aériennes tend vers un plateau, appelé justement pression de plateau. Cette pression de plateau, elle correspond à la pression qui règne dans les alvéoles à la fin de l'insufflation. La pression maximale au cours du cycle est appelée pression de pic ou pression de crête. Vous comprenez donc que la réalisation d'une pause téléinspiratoire isole la pression élastique de la pression résistive. Et comme on est à la fin de l'insufflation, on connaît tous les autres paramètres. Le débit d'insufflation, on l'a réglé, on vient de l'annuler. Le volume courant à l'instant T, on est en fin d'insufflation, c'est le volume courant que l'on a réglé. On peut donc calculer la compliance du système respiratoire qui est égale au volume courant divisé par la pression élastique. La pression élastique correspond au delta de pression qu'il a fallu mettre dans les alvéoles pour les distendre du volume courant. Il s'agit donc de la différence entre la pression intra-alvéolaire téléinspiratoire et la pression intra-alvéolaire téléexpiratoire. En d'autres termes, il s'agit bien de la différence entre la pression de plateau et la PEP. Ainsi, la compliance se calcule comme le volume courant divisé par la pression de plateau moins la pression expiratoire positive, la PEP. La pression résistive, elle correspond à la pression que l'on a annulée au moyen de l'occlusion téléinspiratoire. Elle est donc égale à la pression de pic moins la pression de plateau. Ainsi, la résistance se calcule de la manière suivante: pression de pic moins pression de plateau divisé par le débit d'insufflation. Alors la résistance se mesure en centimètres d'eau par litre par seconde. Le débit d'insufflation s'exprime donc en litres par seconde dans cette équation. Il est ainsi commode de régler un débit d'insufflation à 60 litres minute, soit 1 litre seconde. Dans ce cas, le calcul des résistances est facilité au lit du malade puisqu'il devient pression de pic moins pression de plateau. Alors souvenez-vous, nous avons vu que l'expiration d'un patient pouvait être incomplète et qu'il pouvait survenir un phénomène d'hyperinflation dynamique. Dans la manière dont on vient de calculer la compliance, on a considéré
que la pression de départ dans le système respiratoire était égale à la pression expiratoire positive qui était réglée sur le respirateur. Vous vous souvenez que ça n'est pas toujours vrai, car quand un certain volume est piégé dans le système en fin d'expiration, alors il existe une pression expiratoire positive intrinsèque, encore appelée autoPEP. Alors on peut suspecter l'existence d'une autoPEP en regardant la courbe de débit expiratoire. En effet, si au moment de l'insufflation, la courbe de débit expiratoire n'est pas revenue à zéro, c'est bien qu'il persiste un gradient de pression entre l'alvéole et le circuit du ventilateur, entraînant un débit expiratoire persistant. En d'autres termes, la pression intra-alvéolaire est encore supérieure à la PEP qui règne dans le circuit du ventilateur. Il y a donc de l'autopep. Alors pour mesurer cette autopep, il faut procéder à une pause, cette fois-ci télé-expiratoire. Et quand on fait cette pause télé-expiratoire, on mesure la pression intra-alvéolaire au-dessus de la PEP réglée qui correspond à l'autopep ou PEP intrinsèque. L'addition de la PEP réglée, encore appelée PEP externe, et de la PEP intrinsèque est appelée PEP totale. La PEP totale correspond à la réelle pression intra-alvéolaire télé-expiratoire. Il s'agit donc de la P0 dans l'équation de mouvement du système respiratoire. Donc la pression élastique que l'on doit utiliser pour le calcul de la compliance est en fait la pression de plateau moins la PEP totale, c'est-à-dire la pression intra-alvéolaire télé-inspiratoire moins la pression intra-alvéolaire télé-expiratoire. Donc la compliance s'écrit en fait volume courant divisé par pression de plateau moins PEP totale. Et ainsi, pour mesurer la mécanique respiratoire en ventilation assistée contrôlée en routine au lit du malade, il faut systématiquement réaliser à la fois une pause télé-inspiratoire pour obtenir la pression de plateau et une pause télé-expiratoire pour obtenir la PEP totale. Alors un dernier mot concernant la pression élastique. Quand elle est mesurée en fin d'insufflation, ce qui correspond à la mesure que l'on vient de faire, pression de plateau moins PEP totale, et qui correspond donc à la pression de distension au volume courant, elle est appelée aujourd'hui driving pressure ou pression motrice. Vous avez donc vu au cours de cette vidéo que l'exploitation de concepts physiologiques très simples nous permet de mesurer directement au lit du malade la mécanique respiratoire et d'utiliser en quelque sorte le ventilateur artificiel non seulement comme un outil de suppléance d'organes, mais aussi comme un outil d'exploration fonctionnelle. Nous verrons plus loin comment ces indices mécaniques peuvent être utilisés pour optimiser les réglages du respirateur.